Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Vous êtes au bon endroit si vous voulez parler IMO, revenus passifs, entrepreneuriat et gros sous. Pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes les bienvenus sur mon podcast. J'ai très souvent des invités et aujourd'hui il n'y fera pas exception. Je voulais faire un épisode tout seul, je vais bientôt en faire un, mais les épisodes tout seul, forcément, ça prend du temps parce qu'il faut beaucoup les écrire. Et j'ai des interviews d'avance et j'ai 1 million de choses à faire parce que je suis rentré d'Amérique du Sud il y a une semaine. Donc ce sera pour plus tard. Je pense que je vais vous faire un épisode sur à qui profite l'inflation. Je sais pas si ça vous intéresse. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire ou vous pouvez m'écrire un DM ou un mail à info@bybypatron.net pour me dire si ça vous intéresse que je fasse un épisode un peu plus macroéconomique et pas juste dans l'investissement, parce que en ce moment je regarde les comptes de pas mal de sociétés et je suis pas surpris, mais c'est vraiment pour le kidam, comme on dirait, qui galère à payer ses factures. Quand on voit les résultats de chiffre d'affaires et de bénéfices des sociétés, on sait très bien, on se rend bien compte d'où va l'inflation. Je vais essayer de faire une intro assez courte, en fait parce que dans mon parc immobilier, il s'est pas passé grand chose. J'ai toujours des galères avec ma locataire cette semaine, et tant mieux qu'il soit pas trop passé de choses. J'ai toujours des galères avec, vous savez, ma locataire, j'en ai parlé plusieurs fois, qui a un chien, qui a 18 ans, qui est dans un immeuble où il y a beaucoup de personnes plus âgées, et notamment visiblement une de les voisines est handicapée. Je sais pas comment, mais handicapée, je suppose mentale. En tout cas, le concierge, c'est comme ça qu'il me l'a présenté. Donc voilà, il y a plein de galères par rapport à ça. Donc j'essaye de garder le contact avec les deux, avec le concierge et avec la locataire. Voilà, on va voir comment ça se dénoue cette histoire. J'ai posé la question sur le fil Telegram là il y a quelques minutes. J'ai posé la question pour savoir qu'est-ce que vous en pensiez des solutions que j'avais. Donc merci à ceux qui ont répondu, et si vous voulez voir les réponses, vous pouvez aller sur le canal Telegram. Tous les liens donc vers mes formations, comment négocier un bien immobilier, le prélancement de la formation sur le podcast qui sera disponible à la fin du mois de mars. Donc il y a un prélancement à moins 50% avant que la formation soit disponible. Donc tout ça c'est sur mon site grosbillets.com. Vous avez le lien vers le Club Invest. Félicitations à nos membres. On a eu Anaïs, franchement elle est arrivée il y a pas longtemps, elle a signé un compromis. On a Damien, lui il est sur son premier bien, il est arrivé aussi, je crois que c'était au mois de janvier. Donc félicitations. On a notre cher Yannick qui était passé sur le podcast, il a signé son bien, il a récupéré les clés. On a un nouveau membre, Florent. Donc vraiment il se passe plein de trucs dans le Club Invest, ça prend du temps mais on est content, et félicitations à vous. Et on a également Anne et Michel, pas mon associé, un autre, qui visiblement une offre sur un deuxième bien acceptée. Donc même en 2023, avec les taux qui montent, il y a toujours des opportunités. C'est plus compliqué, le financement coûte plus cher. Les prix, je pense qu'ils sont quand même en train, au moins, c'est sûr qu'ils sont stagnés. Moi, là, vu que je suis encore en train de digérer mon 1 million d'euros d'IMO, je suis pas reparti en recherche active, mais bon, visiblement, il y a des opportunités, en tout cas en termes de négociation, en termes du nombre d'acheteurs qui peuvent être sur un même bien. Quand je me souviens en juin, vers le mois de juin 2022, là, c'était vraiment la folie. Donc là, c'est vraiment atténué. Donc bravo à vous. J'ai pas 1 million de choses à vous raconter, donc à part cette petite histoire de locataire. Ah si, Free dans ma LCD, Free devait venir. Enfin, ils sont venus. Donc déjà, vu que c'est un appartement que j'occupe pas, je les avais appelés. Ils m'ont dit oui, on sera là à 11h. Ils ont pas du tout été là à 11h. En plus, c'était pas moi. Ça m'a un peu gêné. C'était pas moi qui y étais. C'est mes concierges qui ont détaché une de leurs employés. Et d'ailleurs je vais dîner avec les concierges dans pas longtemps là, dans une bonne demi-heure. Et tout ça pour vous dire que Free n'a pas pu poser la fibre visiblement. Le technicien il a pas voulu creuser pour donc je suis bon pour faire passer un artisan, donc il voulait pas creuser parce que c'était trop près de l'électricité, je crois, il voulait pas faire de trou. Je suis bon pour faire appel à un artisan en espérant que lui il ait les compétences, puis faire revenir Free, et le tout avant qu'il coupe la DSL dans la location courte durée. Donc ça c'est génial. Pour le reste, ça se passe plutôt bien, donc on est content. Ah si, je vous avais déjà raconté l'histoire de la cave qui avait été coupée. Enfin, je pense que j'en avais parlé. Donc si j'avais pas, parce que j'avais oublié, j'avais pas voulu en fait déclarer
Bien sûr, je déclare mes impôts, mais à la CAF, j'avais reçu un courrier de la CAF en juillet 2022 qui demandait des détails sur mes locataires, et vu que moi je touchais pas directement la CAF, je ne me considérais pas comme redevable envers cet organisme. Mais bon, en France, l'État est tout puissant, donc voilà, vous savez qu'il faut remplir les documents de la CAF pour que vos locataires continuent à toucher les indemnités. Et bien sûr, sur le document, ce n'est pas indiqué que il faut, si vous le remplissez pas, il faudra, vos locataires auront leurs allocations coupées. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Et ça va être super court. L'épisode du jour. L'épisode du jour, ce sera avec Nico. Donc Nico, qui est investisseur en Pologne, qui est parti en fait, il vient du Grand Est, donc on devait se voir à Noël. Il était de passage, et moi, j'étais aussi de passage en France. Donc ça aurait été l'occasion qu'on se voit à Metz. Finalement, on s'est pas vu et on a dû se voir à Rio. On a enregistré en live, donc en live c'est toujours, en live, en personne physique, c'est toujours un peu compliqué de bien régler le micro, d'être à la bonne distance. J'ai fait les réglages sur le son, je pense que ça va aller, mais merci de. Puis en plus c'était dans une chambre d'hôtel, donc je venais de prendre possession. C'était assez sympa, c'était vu, sympa. Franchement, ça avait son charme, c'était vu sur les favelas. Parce qu'en fait, donc de ce que j'ai compris, je suis pas expert, mais de ce que j'ai compris, les montagnes à Rio en tout cas il y a pas de propriété privée sur les collines et les montagnes. Donc dès lors que vous avez vu sur une montagne, vous avez vu sur la favela. Donc c'est les favelas, c'est quand même en dur entre guillemets. Bien sûr, ça fait pas rêver. On est passé dans une, ça fait pas rêver, mais il y a des briques, c'est pas non plus des bidonvilles. C'est différent. Mais donc on avait la vue sur la favela pendant qu'on enregistrait. Donc j'ai fait au mieux. Et puis c'était au moment où j'avais un peu perdu ma voix, donc vous verrez, j'ai toujours un peu la voix cassée. Mais en tout cas, donc Nico, il va nous parler de ses investissements en Pologne. J'ai enregistré 2 épisodes avec lui, le premier, donc c'est celui que vous allez écouter. Et puis après, on a fait un deuxième épisode avec Nico et Florent, avec qui j'avais fait le guide du squat le même jour. Et c'était sur nos galères d'entrepreneurs, investisseurs. C'était un épisode, je pense, qui sera très enrichissant pour voir que tout n'est pas toujours rose dans l'immobilier et dans l'entrepreneuriat. Nico, il était passé chez notre ami Tony, aka Une vie de liberté. J'avais écouté l'épisode forcément, en plus vu que je connais Metz, la ville d'où il vient. Mais donc là, j'ai essayé, donc il raconte un peu son histoire, et puis de faire un peu, parce que l'épisode, je pense que c'était il y a à peu près 1 an qu'il avait été diffusé, donc de faire son actualité. Il a vraiment des gros projets, c'est impressionnant. C'est je pense niveau IMO, c'est un des invités que j'ai eu qui a vraiment les projets les plus intéressants, et intéressants. Tout est relatif. Voilà, on peut avoir un petit projet intéressant et un gros qui ne l'est pas. Mais en tout cas, les plus gros projets avec le plus d'argent, avec le plus de lots, de la construction neuve, très intéressant de voir comment ça se passe le marché en Pologne. J'ai eu, comme vous le savez, et si vous nous rejoignez depuis pas longtemps, j'ai eu des invités qui investissaient en Argentine, au Canada, j'ai eu en Asie, j'ai eu en Thaïlande, j'ai eu à Dubaï, j'ai eu en Espagne. Donc on a fait déjà un bon petit tour. Je suis sûr, peut-être que je vais avoir un contact pour la Côte d'Ivoire. Sinon, si vous avez des personnes qui investissent en Afrique, ça c'est vraiment le continent sur lequel j'ai pas vraiment de contact avec des personnes, bien sûr, francophones, qui investissent en Afrique. Ça m'intéresserait fortement de voir un peu les spécificités du marché, comment les gens empruntent, comment les gens, s'il y a lieu d'emprunter, comment les gens en tout cas payent, dans quelle monnaie, quelles sont les rentabilités, quelles sont les lois, tout ça, ça m'intéresserait fortement. Sinon, dernier point, et après on va attaquer avec Nico. En fait, j'ai posé une question à mon associé Michel et il vient de me répondre. Donc c'était par rapport au week-end IMO, donc on en organisera à Chamonix du 18 au 20 août 2023. Franchement, on a quasiment tout finalisé. Faut le dire, c'est Michel qui a tout fait. Les tickets, ils sortiront dans 3 semaines, je pense. Donc là, on est le 18 mars. Je vous dirai avec plus de précision. Je ferai en story l'annonce. Et bien sûr, si vous voulez avoir le lien en avance, sans engagement, sans que ça coûte quelque chose, sans spam ni rien, vous allez sur le site clubinvest.fr. Vous avez le lien dans la description. Ou alors, vous allez sur mon site grosbillet.com et de là, vous avez le lien vers
vers le site du Club Invest et vous laissez votre email et on vous enverra le lien, je pense, 24 heures avant qu'il soit public. Donc c'était pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour un peu avoir une idée du nombre de personnes qui pourraient venir, parce que l'an dernier j'avais déjà fait un sondage, bien entendu, pour savoir si ça valait la peine d'organiser l'événement. Et j'avais eu bon, déjà le podcast avait beaucoup moins d'audience. J'avais eu des réponses, et puis au final, bien sûr, bah c'est comme toujours dans la vie, il y a assez peu des personnes qui s'étaient engagées, qui étaient venues, qui avaient pris leur ticket directement. Et au final, l'événement, il était plus que complet. On avait dû refuser des gens, mais en tout cas, c'est toujours pour avoir un ordre d'idée. Maintenant, je sais à peu près quelle proportion des préinscriptions, on peut considérer qu'elles seront effectives. Donc, je pense qu'on sera une vingtaine. L'idée, c'est ça. Ce sera une vingtaine. Sinon, c'est trop de monde, trop compliqué de parler, que tout le monde interagisse ensemble. Donc, on sera une vingtaine. On a eu, je pense, une quarantaine d'emails déjà de personnes qui souhaitent le lien en avant-première. Donc, si c'est votre cas, vous allez sur le site du Club Invest et vous mettez votre lien, ou sur mon site, vous mettez votre email, ou sur mon site groupbillet.com. Il y aura pas d'autres emails, vous rentrez pas dans une séquence de vente ou que sais-je. Au Club Invest, on a beaucoup de membres, on est content, même si voilà, il y en a qui, quand ils ont fini leur projet, ils sortent, du coup, on en fait rentrer d'autres. Mais on n'est pas là pour vous vendre des choses autres que venir à cet événement et pour qu'on s'amuse tous ensemble. Voilà, on attaque avec Nico et puis c'est tout. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec l'épisode enregistré depuis Rio de Janeiro. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, j'ai presque récupéré ma voix, mais pas tout à fait. On est avec Nico. Salut Nico. Salut Thibaut, merci de me recevoir dans ton podcast. Et ouais, en fait on devait se voir à Metz à Noël et on n'a pas réussi à trouver de créneau. Du coup, j'ai dû prendre l'avion pour aller à Rio pour te voir. Donc là, il fait 30 degrés, vu sur un mélange d'immeubles plutôt en bon état et des favelas. On est bien. On est très bien ici. C'est assez drôle. Et donc Nico, avec toi on va parler de un peu de ton parcours. Donc tu as commencé quand même on peut dire assez bas pour arriver au plus haut et notamment en Pologne. Donc j'ai eu pas mal d'invités, j'ai fait un bon petit tour déjà, hein. J'étais en Hongrie, au Cambodge, en Argentine, au Canada. Là voilà, on enregistre du Brésil pour parler de la Pologne. Écoute, tu peux pour commencer, tu peux te laisser te présenter quel âge t'as, où t'habites, et puis après on va dérouler un peu ton parcours. Ça marche. Bon, rapidement, moi c'est Nico, j'ai 35 ans à l'heure actuelle. J'habite à Varsovie et j'ai une agence immobilière depuis 2015. On fait location d'appartements, gestion locative. On accompagne les investisseurs dans leur acquisition et aussi on fait de la promotion immobilière. Ok, beau panel d'activités. J'essaie de résumer. Hein. Voilà, pour résumer. Est-ce que donc pour commencer, tu pourrais nous raconter ton parcours, d'où t'es parti, comment tu t'es retrouvé en Pologne. C'est sûr que c'est pas le pays, Bali on connaît, Zanzibar. La Pologne c'est pas la première destination sur laquelle les gens se focus. C'est clair. Pour leur Erasmus. Donc, je te confirme ça. L'histoire quand j'avais 18 ans, 19 ans, c'était en 2006. Suite à une rupture familiale, je suis parti de chez mes parents. C'est ma propre décision, par contre. Et de fil en aiguille, j'ai fini en foyer jeune travailleur à Metz, à Pilote des Rosiers, pour ceux qui connaissent. Et en foyer, il faut automatiquement un travail, donc j'ai fini au McDonald's. Et je me rappelle, pour l'anecdote, au McDonald's, quand j'ai fait l'entretien, ils ont vu mon CV, ils ont vu l'adresse du foyer. Donc le manager m'a demandé si j'avais un casier judiciaire, bref, toutes ces conneries-là. Parce que c'était connu pour ça, quoi. J'étais, en fait, l'adresse fait que, ça peut être compliqué lors d'un entretien d'embauche. Même, ils voient le CV, ils peuvent éventuellement le mettre de côté, quoi. Ouais. J'ai été étonné, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fini au McDonald's, j'ai bossé pendant 6-7 mois là-bas. Entre-temps, j'ai fait aussi du black dans le bâtiment pour pouvoir financer le foyer. Le foyer, c'est pas gratuit, hein. Comment ça coûtait? Le foyer, à l'époque, c'était une chambre de 9 mètres carrés. Je payais 455 € par mois. Ah ouais? Ouais. J'avais les appels 170 €, donc il fallait trouver 300 € par mois. Mais ils donnaient à manger? Ouais, t'avais droit à 20 repas par mois, ouais, sauf que t'as pas de cuisine. Donc ça veut dire que tu t'as tes 20 repas, mais derrière ça, t'as un micro-ondes, donc tu manges du riz micro-ondes basique, c'est pas du tout, on va dire healthy. Ouais, voilà, c'est bref. ça.
Et donc 455, parce que moi j'ai un petit appart à Metz, je loue 490. Je crois. Bon, il y a pas les repas avec, mais voilà. On avait les repas petit-déj, mais c'était limité. Donc après, tu retournais au réfectoire, il fallait payer 9 € le repas. Ah ouais, c'est pas... C'était un peu compliqué à l'époque. C'est de l'aide sans être de l'aide, quoi. Voilà, ça fait... Et au McDo, je touchais dans les 700, 800 € par mois avec les heures sup. Je travaillais, je crois, 30 heures par semaine. Et je faisais du black dans le bâtiment pendant plusieurs semaines. Et j'ai vécu l'épuisement physique, on va dire. Ouais. Parce que je travaillais au black dans le bâtiment de 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et les gars du chantier me déposaient au McDo à 18 heures et je faisais la fermeture. Ok, à 2 heures, c'est quoi, 1 heure? 2 heures. 2 heures. 2 heures, donc, si tu voyais un mec un peu bourré au McDonald's, c'était moi. C'était toi. T'avais pas bu, t'étais juste épuisé. Et donc, cette situation-là, je la supportais plus. Et, je me suis dit, si personne, parce que je trouvais pas de travail ailleurs. Okay. C'était compliqué, hein. Je sais pas si tu te rappelles du marché de l'emploi en 2006-2007 en France pour les jeunes, c'était compliqué. Et je me suis dit, si je pars à l'étranger, peut-être que j'aurais plus de chances, de faire une carrière, entre guillemets. Et de fil en aiguille, en fait, je suis parti à la mission locale de Metz. Et là, on m'a expliqué ce que c'était le service volontaire européen. Grosso modo, c'est la Commission européenne qui finance des projets pour tous les jeunes, peu importe si on est diplômé ou pas, entre 18 et 30 ans, peu importe si on parle une langue étrangère ou pas, c'est ouvert à tout le monde. Et ça permet de partir, en fait, pendant de 1 mois à 12 mois dans une association partout en Europe. Donc, c'est idéal pour un jeune qui a, par exemple, sans le bac, il sait pas quoi faire. Il peut partir pendant un an au Portugal pour y travailler. Ok. Et donc, t'es payé? Ouais, t'es payé. C'est pas non plus, tu roules pas sur l'or. Mais il te paye, le billet d'avion aller-retour ou le bus, le logement sur place, de l'argent de poche, plus de l'argent pour la nourriture. Il te paye aussi, les transports publics, etc. Okay. Mais t'es autonome, quoi. Avec ça, tu peux, tu vas pas faire l'apport pour ton IDR, mais au moins tu peux, c'est une bonne expérience. Et de là, en fait, j'ai rencontré l'une des associations d'envoi à Metz. Donc à la base, c'était l'UNESCO. Mais avec l'UNESCO, ça s'est mal passé parce que ce monsieur m'a dit que c'est impossible d'avoir les budgets pour partir en SVE, en service volontaire européen. Et finalement, la seconde association que j'ai contactée, on a pris un rendez-vous à Metz, dans un café, et puis c'était vraiment, on va dire, une conversation informelle. Il m'a demandé où je voulais partir. Moi, à la base, je lui avais dit, l'Espagne, l'Italie. Là où il fait beau, quoi, hein. Nous, on connaît, hein, les gars de l'Est, on n'avait pas prévu de rester, à la base, hein. Exactement. Et, il m'a dit, j'ai rien là-bas, mais si j'ai quelque chose ailleurs, je te tiens au courant. Et 1 mois et demi, 2 mois plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, j'ai un projet en Pologne. Il m'a dit à Wrocław. Ok. T'en avais jamais entendu parler, je suppose. Jamais. Et finalement, j'ai dit oui au téléphone tout de suite. Ok, toi tu voulais juste partir, t'étais épuisé, Moi j'en avais marre. Et quand je suis rentré au foyer, il y avait une salle informatique. Et donc j'ai été sur Google, j'ai tapé Wrocław en français et j'ai rien trouvé. Ah, parce que ça s'écrit pas comme on pense. Okay. Et du coup, je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Le truc qui est même pas sur la carte. Et finalement, quand j'ai reçu le contrat de volontariat et les billets de bus, j'ai vu comment ça s'écrivait, ça s'écrivait, et j'ai pu rechercher sur Internet. Ok. Et je me suis rendu compte que c'est pas trop mal. Ok. Parce qu'à l'époque, c'est sûr que maintenant, on le sait, mais je sais pas si t'avais pas de smartphone, t'avais pas d'ordi portable, non. T'avais pas du tout accès. T'avais pas accès à... C'était en 2007, fin 2006 que j'ai eu la décision de partir, et je suis parti début 2007. Ouais. En bus de Metz, avec Eurolines. Donc c'était environ 20 heures de bus pour arriver à Wrocław. Okay. Et je me rappelle que il y avait que des Polonais et Polonaises dans le bus, et ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fais dans ce bus? Qu'est-ce que tu fous là? Et quand je leur ai expliqué que je pars faire du volontariat, faire un travail pour la Commission européenne dans une association, ils me disaient, mais t'es fou, machin. Non, c'est l'inverse. Okay. Je suis je fais comme ça. Ok. Et tu parlais pas polonais? Non, du tout, je parlais à peine anglais. Ok. Polonais, pas du tout. De toute façon, on a, tous les gens qui ont appris l'anglais à l'école, tu sais pas. J'étais au niveau scolaire, entre guillemets. Voilà. C'est que quand on a vraiment besoin que tu commences à apprendre, quoi. Et donc, je suis arrivé à Wrocław fin janvier 2007. Il faisait très froid à l'époque déjà. C'était les vrais hivers. Hein. Ouais. Et puis voilà. La personne de l'association m'a accueilli. Elle m'a montré où j'allais travailler, l'appartement en colocation, et je suis resté pendant 3 mois. Ouais. C'était mon projet de 3 mois. C'est vrai que maintenant, là, on arrive à Rio, on a Internet sur notre téléphone directement, et toi, tu sors du bus, tu sais même pas qui te récupère, à quoi elle ressemble. Ouais, puis même pas, tu peux pas la contacter. Ouais. T'avais pas de forfait européen, t'avais pas de Messenger, ni WhatsApp.
moi, j'attendais pendant 1 heure à la gare. Ouais. Et il y avait tu essaies de scruter comme ça. Bah ouais, t'attendais, tu sais pas qu'est-ce que t'as à faire, j'avais pas d'argent sur moi. Ouais. En plus, t'as été des lotis, même si t'avais eu des euros. J'avais pas d'argent. J'arrivais là. Vraiment, c'était compliqué. Et t'avais tes affaires, t'avais pas d'affaires. J'avais 2 valises. Ok, c'était tes affaires du foyer, quoi. T'avais rien d'autre. Voilà, grosso modo. Puis je suis resté pendant 3 mois à Wrocław, ça m'a vraiment plu. Ça m'a vraiment changé mentalement. Puis après, je suis revenu en France et de là, j'ai pu facilement trouver un BTS en alternance. Et j'étais au CFA Robert Schuman à Metz pendant 2 ans et j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Storancy, qui était spécialisée dans tout ce qui est store et volet roulant. Ok. J'étais technico-commercial, voilà. Okay. Pendant 2 ans et à la fin de ce BTS, j'ai voulu repartir en Pologne. Parce que t'avais ton bac quand même. Ouais, j'avais mon bac, ouais. Ok. Et donc, j'ai dit je repars en Pologne, ouais. Okay. J'ai pu repartir et trouver un nouveau volontariat en Pologne, cette fois-ci dans la ville de Lodz, okay. Ça s'appelle. Ça, c'est plus grand, déjà. Oui, c'est la 3e ville de Pologne. Ouais. Ok. Et pendant ces 2 ans, c'était déjà le projet, tu savais que quand c'était fini le BTS? Bah, je cherchais plus ou moins de repartir à l'étranger. Ok. Donc voilà, la Pologne, c'était... En fait, c'est toujours... Moi, je le dis souvent, c'est toujours des niches, que ce soit l'investissement IMO, trouver la ville qui est rentable, où il n'y a pas trop de cas sociaux. Enfin, voilà, il faut toujours trouver sa niche en fonction de ses revenus, ses moyens, acheter ce que les plus pauvres peuvent pas acheter, les plus riches sont pas intéressés. Enfin, voilà, c'est toujours trouver la niche. Et toi, ça a été la Pologne. Ouais, le déclic. Ouais. Ok. Et du coup, après donc t'es allé en Pologne à Lodz, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'as fait et combien de temps t'es resté? À la base, mon contrat c'était 8-9 mois, il me semble. Et de là, j'ai rencontré des personnes formidables. Et à la fin du séjour, en fait, j'ai rencontré mon ex. Donc quand je l'ai vue, on est tombé amoureux. Et voilà, je suis resté. L'amour, c'est souvent ça aide. Hein. Elle, les femmes, ça aide à. Je suis resté pour elle. Voilà. Entre temps, je suis revenu en France, mais je suis revenu pour elle. Voilà. Ok. Et elle a pu t'apprendre le polonais. Ouais, elle parlait à peine anglais. Ok. Donc pas le choix de se mettre. On en a vu des coups de foudre, hein, de gens qui parlent pas forcément la même langue, ça peut arriver, hein, même à Rio, hein, on en a croisé des Exactement. des gens qui peuvent tomber amoureux, même en baragouinant que quelques mots de portugais. Et donc là, t'as fait quoi? T'as trouvé un emploi salarié? Non, en fait, j'ai été directement à l'université. Ok. Pour pouvoir, parce que ça m'intéressait de plus en plus le business. Ok. Et donc, j'ai vu qu'à l'université de Łódź, tu peux faire un bachelor, une licence en business management, et c'est en anglais. Ok. T'as le choix, en fait, entre d'avoir les cours soit en anglais, soit en polonais. Et je me suis dit, en anglais, ouais, c'est très bien. Donc, je me suis inscrit à l'université. J'ai été accepté. Et donc, je suis rentré en c'était fin 2010. Je crois 2010, il me semble, à l'université. On était dans une promo de 60 élèves. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé. Que t'as maintenant. Voilà. Ok. Donc, ouais, c'est vrai que moi, si je regarde mon banquier principal, je l'ai rencontré pendant les études, mon expert comptable aussi, mon associé aussi avec qui j'ai plein d'appartes. On s'est connus au lycée, mais après on a surtout sympathisé pendant les études. C'est vrai que ce qu'on apprend, on sait pas ce qu'on retient, mais ça, les associations et les contacts, c'est hyper important. Ok. Et tu vivais de quoi pendant ce temps? Je donnais des cours de français sur Skype. Ok. Soit à la maison, et je commençais en fait à apprendre à faire des sites internet. Ok. De type WordPress. Donc j'allais voir les tutoriels sur YouTube. J'apprenais à monter des sites sur WordPress, j'ai fait un blog aussi à l'époque qui a marché pendant 3-4 ans. Sur la comment Pologne. Voyager. Pas forcément en fait, c'était plus comment voyager pour pas cher grâce à la Commission européenne. Ok. Parce que j'avais vu que tous les programmes de la Commission européenne, généralement les gens pensent à Erasmus. Donc ils disent Erasmus, il faut être étudiant, mais c'est pas le cas. Ouais. Tu peux partir en Erasmus plus programme sans être étudiant. Ok, je savais pas. Donc mon idée c'était de partager cette source d'information et de montrer ce qui était possible de faire en Europe et ailleurs. Ok. Et tu gagnes de l'argent avec ça? Je gagne un peu d'argent avec des articles sponsorisés, etc. On me contactait pour faire des posts et je gagne un peu d'argent
Entre 50 et 100 euros le poste sponsorisé. Et pour moi, à l'époque, en Pologne, c'était très bien. Hein. Je veux dire, tu faisais 4-5 postes par mois. Ça, content, hein. ça te suffisait pour... Oui, j'habitais en colocation. Je payais ma chambre 150 euros par mois. Ouais. J'ai dépensé 100 euros max en nourriture. Et puis le reste, c'était sorti. Hein. Ok. Et mais qui c'est qui sponsorise ce genre d'article? Bah, t'as les hôtels, t'as tout ce qui est Sky Scanner. Les trucs comme ça. Tous ces outils-là, en fait. Ok, intéressant. Et ensuite, donc tu t'es lancé à fond sur le site? Bah, j'ai lu pas mal de livres sur le business. Je me rappelle qu'en 2013, j'avais voulu lancer une formation sur comment gagner de l'argent avec un blog. Avec un blog, voilà. Mais j'ai voulu faire ça en présentiel, en fait, en face à face. Ouais. Et donc j'avais fait à Varsovie. Ouais, pas Varsovie. À l'autre. Donc à l'université, j'avais écrit un grand poster. Enfin, mon ex avait fait un truc sur Photoshop. On avait fait des brochures et pour rentabiliser en fait la salle, etc. Il me fallait 6 personnes. Ouais. Et j'avais compris 16 personnes au total. Ouais. Pour cette formation. Et en fait, 2 personnes se sont inscrites. Ok. Donc t'étais quand même obligé de faire le boulot. Non, et j'ai pas fait. Je me dis, ça n'est pas la peine. J'étais en déficit tout de suite. Donc, j'ai pas fait le projet là. Mais ce qui m'a pris, c'est mes erreurs, en fait. C'est que je me suis intéressé à un marché local, uniquement à l'université. Que ma cible, en fait, c'était les étudiants qui veulent pas forcément investir sur eux-mêmes de cette manière. Et c'est en lisant le livre de Millionnaire Fastlane. Que j'ai compris mes erreurs aussi. Et ce livre m'a permis aussi de réfléchir plus de manière nationale, internationale. Et d'où la création en fait de la plateforme d'offres d'emploi. Parce que la base de son business, lui, c'est des leads, vendre des leads, voilà, donc des contacts pour une société de limousine, je pense. C'était ça la base. Ok. Je me rappelle. Donc là, en fait, tu t'es servi de ton statut de impatrié, ou je sais pas comment dire, enfin des connaissances que tu as pu acquérir en Pologne pour ouvrir ton site. Ouais, donc j'avais ouvert avec mon associé de l'époque le premier site d'offres d'emploi en anglais en Pologne. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était le premier. Tous les sites étaient en polonais. Ok. Et donc on a lancé le site. D'abord c'était en français, ça s'appelait jobpolone.fr ou .com, je sais plus. Et au bout d'un mois et demi ou 2 mois d'activité, on s'est rendu compte que ça n'a pas de sens de s'intéresser uniquement aux Français qui travaillent en Pologne. Et c'était un polonais de son associé? Non, en français. Ok. Et après on a bifurqué, en fait on a fait un pivot, on est passé en anglais à 100%. Et donc on a changé le nom de domaine, on est passé à job-du6poland.com. Ok. Et il existe encore ce site? Ah oui, tu peux même checker. Ça existe toujours et ça fonctionne où les entreprises publient leurs offres d'emploi, donc elles payent à l'annonce et les candidats en fait peuvent directement postuler en fait. Tout simplement, c'est vraiment simple comme système. Et après 1 an d'activité, ceux qui postulaient, qui trouvaient un travail à Varsovie ou à Cracovie, nous contactaient par email expliquant j'ai trouvé un travail à Varsovie, mais je ne sais pas comment trouver un logement. Et j'envoyais sur les sites polonais et la plupart revenaient vers moi me disant oui, tu écris en polonais, j'appelle c'est que du polonais. Ouais, le propriétaire parle uniquement polonais, il veut pas d'étranger, il veut pas un contrat de 6 mois, il y avait toujours des problématiques. Et quand je suis sorti une fois en boîte de nuit à Lodz avec mes amis portugais et brésiliens, on est tombé sur un nouveau portugais qui s'appelle Bruno et on a fait connaissance autour de 2-3 shots de vodka et je lui ai demandé depuis quand t'es à Lodz, machin, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit écoute, je viens d'arriver, j'ai trouvé un travail chez Fujitsu et je commence lundi. Ok, et j'ai demandé par où tu as trouvé cet emploi. Et il m'a dit jobpolone.com. Mais c'est moi. Il m'a pas cru en fait. Je lui ai dit c'est moi, c'est mon site. Il me dit c'est incroyable, machin, blablabla. Il m'a dit écoute, je galère à trouver un appartement, ça serait super si tu proposes travail et logement. Et j'étais entre guillemets un peu bourré quoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout noté. Et le lendemain, je me suis réveillé. C'est un bon conseil qu'on peut donner. Tout ce qui vous vient à l'esprit après 20h, notez-le. C'est ça. Donc j'ai tout noté et le lendemain, j'ai acheté le nom de domaine rentflatpologne.com, ce qui veut dire en français location d'appartement en Pologne. Et 1 mois plus tard, j'ai lancé la plateforme sur WordPress de nouveau, une plateforme de location d'appartement. Et à la base, c'était un format gratuit. Ça veut dire que les propriétaires publient gratuitement leurs offres de location d'appartement. Pareil pour les agences. Et au bout de 6 mois, j'ai fait un forfait payant. Par exemple, de faire la publication, la remonter vers le haut. Comme sur le Bon Coin. Voilà, c'était 5 €. Et j'ai vu que les gens payaient. Et ensuite, j'envoyais les leads intéressants aux agences, en fait. Elles me payaient par lead. Donc des sans leads garantie de succès. Sans garantie de succès. Voilà. Ok, les leads, donc c'est les contacts, en fait. C'est ça, un lead, c'est un contact. Les gens, en fait, nous contactaient sur le formulaire. Voilà, je m'appelle Pedro, je suis habité à Varsovie, j'ai un budget de 1 000 € pour
un 2 pièces, etc. Et moi, j'envoyais ce contact-là à une agence en particulier qui nous payait par contact envoyé. Et le lead, on facturait entre 20 et 60 euros lead. Ah ouais, quand même, ouais. En fonction du budget. Donc, sachant que l'agence, elle prenait 500 euros après, quoi. Ouais, 500 voire plus, ça va dépendre. Ouais. Et mon associé, il a vu ça. Enfin, mon associé actuel. Et il m'a dit, qui s'appelle Martin, il m'a dit, écoute, Nico, c'était en juin 2015, il m'a dit, on était autour d'une bière, il fait, mais pourquoi tu lances pas ton agence immobilière? Parce que si les agences sont prêts à te payer entre 20 et 60 euros le contact, ça veut dire que, pour eux, il faut un bénéfice derrière. Ah ouais. C'est intéressant. Juste, je te coupe. Genre, dans la vie, en fait, j'écoutais une vidéo avec Yomi Denzel, là, il est assez connu sur les réseaux. Et en fait, il disait, quelqu'un lui disait, si vous aviez 100 millions d'abonnés comme MrBeast, le plus gros YouTuber, qu'est-ce que vous lancerez comme business pour faire encore plus d'argent? Et il disait, en fait, je regarderais les marques qui sont prêtes à payer les placements de produits sur mes vidéos. Parce que ça veut dire que pour elles, c'est rentable, en fait, de me payer pour, donc qu'elles gardent une partie de la marge. Et donc, en fait, ce serait comme, enfin, et je lancerais un produit, équivalent, quoi. Donc, soit, lui, il fait de la pub pour des fintech, des trucs comme ça. Donc, toi, c'est ça, en fait, tu récupérais une partie de la marge, et en fait, en prenant ton agence, tu récupères toute la marge, du business. Tu peux faire plus de développement. Et t'as plus de contrôle. Ouais. C'est ça. Et donc, c'était fin juin 2015, avec mon associé, on a eu cette discussion. Et puis, 2 semaines plus tard, on a lancé l'agence. Ok. Et on habitait à l'époque à Lodz. Donc, c'était, juillet 2015. Parce que là, toi, c'était Varsovie, Cracovie, principalement tes clients, je pense. Non, Varsovie, Poznan, Wrocław, Gdańsk, aussi Cracovie. Ouais. Ok. Mais finalement, après 6 mois d'activité sur Lodz, on s'est rendu compte qu'il faut bouger sur Varsovie pour le business. Donc, on est parti à l'aventure à Varsovie, lui et moi. Ok. Donc, moi, j'ai pris une chambre en coloc à Varsovie. Ok. Une petite chambre à 200 euros par mois, je me rappelle. Et puis voilà. C'est moins cher qu'à Metz, le foyer. Au début, en 2015, c'était ça. Maintenant, c'est plus cher qu'à Metz. Les loyers. Les chambres en coloc à Varsovie, c'est dans les 400 euros par mois. Ok. Et grosso modo, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Donc, fin 2015, on est arrivé à Varsovie, et c'est là qu'on a commencé à faire les embauches. Pour l'agence? Ouais, pour l'agence. On a fait des grosses erreurs. Ah, vas-y, raconte, on est là pour ça. La première erreur, on a embauché un ami à Martin, mon associé. Ok. Et parce qu'il voulait l'aider, etc. Et puis, ça a avéré que cette personne n'était pas du tout fiable. Ouais. Mais comme on n'avait pas d'expérience dans le recrutement et dans le management, on peut pas savoir, en fait. On n'avait pas de point de comparaison avec d'autres employés. Et donc, cette personne a bossé avec nous pendant 8-9 mois. Il a fait des fausses factures. Ah, cool. T'es content. Des deals, par exemple, il expliquait, oui, demain, je vais louer un appartement. Ok, très bien, tu vas récupérer l'argent. Bref, on part en espèces. Et puis, il trouvait une excuse comme quoi le deal était annulé. Enfin, bref, toujours des histoires. Il a craché la voiture qu'on avait en leasing. On a eu pas mal de soucis, quoi. Ça, c'est un truc à te dégoûte. Et quand ça t'arrive au 10e employé, tu te dis, voilà, ça fait chier, mais c'est pas grave, quoi. Le premier, ça rôde. Quand c'est le premier. Non, mais c'était le premier, ça m'a vraiment marqué, en fait. Ça m'a dégoûté sur le coup, en fait. Parce qu'il était beaucoup mieux loti que nous, en fait. Parce que nous, en tant que toi, t'avais la petite chambre, t'avais pas la voiture. J'étais en coloc. On lui paye l'appartement, la voiture, le téléphone. Donc, il était mieux que nous, en fait. Moi, j'étais en chambre en coloc. La voiture, c'était moi que je me payais ma voiture à moi, etc. quoi. Et grosse erreur de notre part d'avoir fait confiance et d'avoir tenu de cette manière pendant 8 mois avec cette personne. Mais c'était un apprentissage. C'est ça. C'est triste, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'est en fait, moi, dès qu'il y a des gens qui me demandent un coup de main pour quand je mets en location, c'est le plus gros red flag que tu peux avoir, quoi. Dès que les gens ils m'expliquent que leur vie elle est un peu compliquée. C'est direct, tu peux avoir le meilleur dossier du monde, tu pars direct parce que c'est triste, mais chaque fois au début on est tous un peu tendres, je pense, et on se fait tous. On a de l'empathie. On a de l'empathie, et puis en fait tu penses que les gens ils sont comme toi, tu vois, tu te dis moi si un peu je suis dans la galère, si quelqu'un m'aide, je vais lui rendre encore mieux, quoi. Sauf qu'en fait t'as des gens, ça fait depuis 10 ans qu'ils font que gratter chez tout le monde, et puis après quand ils tombent sur toi. C'était ça en fait, gratter, à chaque fois ils trouvaient des excuses, oui. Et il a détourné de l'argent aussi. Du coup, il a détourné de l'argent. Il a piqué, grosso modo, dans les caisses, quoi. Mais par exemple, il trouvait des excuses du genre, au début, il avait pas de voiture. Il disait, Nicolas, je serais beaucoup plus efficace si j'ai une voiture une voiture de fonction. Bon, on a pris une Volkswagen Up à 150 euros par mois en leasing. Mais
Mais ça n'a rien changé. Ouais. Après, elle disait, ouais, mais il faut un meilleur téléphone. Donc, on a pris l'iPhone de l'époque, je crois, 9 ou 8, je sais plus. C'était en 2016. Ouais, pareil, ça n'a rien changé. Ok. À chaque fois, il trouvait des choses, des outils, il cherchait des outils comme quoi ça allait améliorer son efficacité, mais c'était pas le cas. Ok. Et donc, nous, on investissait, mais ça changeait rien. Et donc, vous l'avez mis à la porte au bout d'un moment? Ouais. Comment ça s'est passé? Il y a eu un clash, il y a eu un événement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a ça, il y a aussi le fait que, c'est une longue histoire aussi, mais à l'époque, en fin 2016, il y a Ivona, qui est actuellement maintenant la femme de mon associé, qui connaissait aussi notre premier employé. Ok. De fil en aiguille, en fait, elle a envoyé son CV à notre boîte email pour l'embaucher. Et lui, il a dit, en fait, cette personne en question qu'on a viré, il lui a dit avant que mon associé c'était son employé et moi j'étais son partenaire. Ok. Et il a dit clairement, écoute, c'est bon, t'es embauché, tu viens juste à l'entretien, tranquille, relax, machin, tu prends pas la tête. Ouais. Donc elle est venue à l'entretien et j'étais choqué par son attitude, elle était vraiment trop relax à mon goût. Ouais. Et sur le coup, moi j'ai pas voulu l'embaucher. Ah bah oui, forcément, ouais. Et mon associé, en fait, j'ai vu qu'il a accroché. L'amour, on en revient toujours là. Ouais. Et donc, pendant 2 semaines, il m'a pas lâché. Il m'a dit, donne une chance à Ivona. Je fais non. C'est bon, elle a déjà donné une chance à l'autre et ça se passe pas, là. Je sens pas le truc. Parce qu'en fait, moi, j'étais choqué par l'autre. Ses attitudes et ce qu'il a fait. Et je voulais pas, refaire la même erreur. Ok. Et du coup, au bout de 2 semaines, j'ai dit oui. Et finalement, maintenant, c'est ma bras droit. Ok. Je suis devenu le parrain de sa fille. Ok. Ils se sont mariés il y a 2 ans, 2-3 ans. Ils ont un enfant aussi qui s'appelle Léo. Enfin bref, elle travaille toujours avec nous, quoi. Ok. Et elle, après, elle t'a raconté l'histoire, quoi. En fait, c'est une femme qui est très, loyale, honnête et droite dans ses bottes. Elle m'a dit au bout de 2-3 semaines, écoute, Nicolas, Pichémec, le mec s'appelait, qui travaille avec nous s'appelait Pichémec. Elle m'a dit, ouais, c'est bizarre comme il travaille, c'est bizarre, il y a des trucs louches. Et moi, je sentais déjà les choses. Quand on m'a dit ça, on a commencé à vraiment vérifier ce qu'il faisait de A à Z. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était du grand n'importe quoi. C'est vrai qu'avoir quelqu'un de frais qui arrive, et toi, c'est pareil, si un jour, quand tu changes de boulot, c'est le moment de tout noter, même si t'es un peu peureux ou quoi, enfin, tu veux pas trop t'avancer. Mais c'est en fait à ce moment-là que tu vois les problématiques, les erreurs, les trucs. Et alors qu'après, quand ça fait 5 ans que t'es là, tu t'en rends plus compte, quoi, des trucs, t'as des gens qui se posent pas la question. Enfin, je me rappelle, j'avais un boulot à un moment, puis il y avait un gars, il était tout le temps avec nous. Et en fait, il traînait avec mes collègues depuis longtemps. Et puis je lui dis, mais toi, tu fais quoi, en fait? Donc il m'explique son boulot. Et les 5 autres, ils me disent, ah ben, nous, on n'osait plus lui demander, en fait. On le connaît depuis tellement longtemps, on comprend toujours pas ce qu'il fait. Et heureusement que t'es là pour lui demander ce qu'il fait, quoi. Il faisait quoi? Bon, j'avoue que c'était un truc assez particulier, mais bon, il avait quand même en tout cas sur le papier, un vrai boulot. Après, il était c'était pas le plus dévoué de la société. Ok, donc là on a fait un bon point. Donc là, avec lui, t'avais donc Martin, il s'appelle ton associé. Et avec lui, t'as créé les autres boîtes aussi? En fait, on a commencé tout petit, hein. Je veux dire qu'on a lancé l'agence avec des centaines d'euros. Lui, c'était un Polonais. Ouais, Polonais. C'est un Polonais. Ouais. Donc lui, c'est quand même plus simple de démarcher. C'était quoi, les propriétaires que vous démarchiez directement, je pense, pour l'agence? Les propriétaires pour trouver les appartements. En fait, les locataires nous mandataient. Ok. Pour trouver l'appartement à louer. Ok, vous appeliez alors les propriétaires et c'était. On expliquait, on a tel locataire qui vient de Paris, qui va travailler chez Google. Ok. Il a besoin d'un appartement pour 1 an, il a un budget de temps, votre appartement correspond à ses critères, est-ce qu'on peut lui proposer? Et c'est comme ça qu'on travaille. Ok. Mais c'est beaucoup plus simple d'arriver avec un prospect pour le propriétaire que juste l'appeler et lui dire tu veux pas nous louer alors qu'il y a 10 agences qui font déjà ça. Exactement. Mais par contre, c'est qu'on a aucun contrôle sur la décision du propriétaire. Ouais. Et le fait que, par exemple, on organise le rendez-vous, et le propriétaire, à la dernière minute, il annule le rendez-vous. Ouais, t'as ça. Ou entre-temps, c'est loué. Ouais. Et donc. Ou le locataire veut pas l'appart. Voilà. Et on s'est dit que si on trouve des investisseurs, et on fait les projets de rénovation et de mise en location, on a déjà beaucoup plus de contrôle sur les visites. Et d'où l'idée, en fait, en 2017, on a lancé nos services d'investissement. Ok. C'est intéressant, on dit quoi, quand t'es au chômage, t'as 0 idée de business et une fois que t'es lancé, t'en as 1000, quoi. C'est ça, d'abord t'as le site, après t'as l'agence, après t'as... tu vois les problématiques de tous les jours. En fonction de ça, tu vois les besoins, tu dis tiens, on me redemande ça plusieurs fois. Sans doute, il y a des services à proposer par rapport à ça.
Et donc, nous, on voulait plus de contrôle. Et l'idée, c'était de proposer d'acheter des appartements en Pologne et de les retaper et de les louer, en fait. Ok. Et donc maintenant, c'est une deuxième activité que vous avez. Ouais, c'est une grosse activité maintenant au niveau de la boîte. Et on travaille avec des investisseurs du monde entier. C'est pas uniquement que des Français, hein. On travaille beaucoup avec l'Israël, avec des investisseurs allemands, etc. Ok. Et tu peux nous raconter un peu... Donc vous faites ça juste à Varsovie ou dans plusieurs villes? Non, on fait ça principalement, oui, à Varsovie, excuse-moi, et aussi à Vojaloc, parce qu'on connaît très bien la ville. Okay. C'est à 1h30 en voiture, donc c'est facile d'accès, on a plus de contrôle par rapport à ça. Et on essaie toujours de viser des emplacements centraux, en fait. Ok. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de proposer un bien, parce que je suppose à Varsovie, c'est super cher maintenant. Ouais, on commence dans les 115 000 euros, pour avoir quelque chose de sensé, on va dire. Ok. Et combien on peut espérer de loyer avec 115 000 euros? Ce sera plus un studio dans les 600 euros par mois. Okay. 500, 600 euros hors charge. Okay. Ça va dépendre des charges de copro, en fait. Ok. Les chauffages, c'est beaucoup du chauffage central au gaz. Chauffage urbain, ouais. Urbain, ouais. Ok. Et pourquoi, et donc, tu peux nous raconter peut-être comment ça se passe un achat en Pologne? Ouais. Bah, grosso modo, l'investisseur va nous appeler, va nous dire, voilà, j'ai tant de budget. En fonction de ça, on va soit le positionner sur Varsovie s'il a le budget conséquent, soit sur Lodz, parce que sur Lodz, on peut faire des projets à, on va dire, 60 000 euros, 70K. Et de là, c'est assez rapide. Si on trouve l'offre qui correspond à nos critères aussi, parce que nous, on va faire la gestion locative. Ouais. Donc, on va pas proposer des appartements, qui m'intéressent pas en gestion locative. Ouais. On veut quelque chose qui soit carré, facile à gérer. Ça veut dire, c'est quoi les critères? Emplacement, c'est le numéro 1. L'immeuble de standard correct, voire plus. Ouais. Surface adéquate, ça veut dire à partir de 18 mètres carrés. On va pas faire de 12 mètres carrés. Généralement, voilà, si un balcon, tant mieux. Si c'est au premier étage, c'est mieux que le rez-de-chaussée, etc. Il faut voir s'il y a un ascenseur ou pas. Le montant des charges. Parce que des fois, on peut trouver un appartement pas cher. Mais si les charges, je sais pas, c'est 30-40% du loyer. Non, en France, tu peux vite trouver ça dans des apparts un peu grands, dans des villes de province. C'est pas intéressant pour l'investisseur parce que lui, il gagne sur le loyer hors charge. Bien sûr, ouais. Donc, alors que le locataire, lui, regarde combien il paye en tout. Ça. Donc, on regarde tout un ensemble de critères. Aussi le développement de la ville. Est-ce que dans 1 an, 2 ans, Varsovie va mettre un métro juste à côté? Ouais. Donc, on regarde aussi la plus-value potentielle que ça peut générer sur 4-5 ans, en fait. Ok. Donc, grosso modo, on vise sur des quartiers qui se développent aussi. Et le process, c'est que si on trouve une offre qui correspond aux critères et que l'investisseur fait une offre et que le vendeur est d'accord, à Varsovie, la transaction peut se faire en 1 semaine. Ok. Et les investisseurs, ils viennent voir ou pas? Dans 60% des cas, ils viennent pas. Okay. Plus à distance, par téléphone, par WhatsApp. Et dans 40% des cas, ils viennent pendant 2-3 jours. Et là, on passe 2-3 jours ensemble. Et vous faites les visites. Ok. Voilà. On va faire 5 à 7 visites par jour. On montrer différents biens. Même s'ils sont pas intéressés par ce type de bien, on montre quand même. Parce que des fois, ça change en fait leur stratégie aussi. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Mais en 1 semaine, tu peux être propriétaire. À Varsovie. Par contre, si tu vas acheter à Lodz, ça prend 1 mois et demi parce qu'il y a un droit de préemption. Ok. Qu'il n'y a pas à Varsovie. Voilà. Tu vas signer le premier acte et la mairie a 4 semaines pour donner sa décision finale. Après, tu vas chez le notaire. Donc, ça prend 1 mois et demi. Ce qui est un peu plus rapide qu'en France. À Varsovie, c'est 1 semaine. Si t'as le cash, là, il y a pas de préemption. Le propriétaire est prêt, hop, c'est 1 semaine. Ouais. C'est très rapide. Et donc les achats, c'est par contre que en comptant cash. quoi, en cash. Cash, bien sûr, cash. Ouais, il y a virement. En fonds propres, uniquement, à moins de faire une hypothèque sur un bien, par exemple, que tu as au Luxembourg. C'est déjà arrivé, hein, j'ai des clients luxembourgeois qui ont fait une acquisition, ils ont fait une hypothèque sur un bien qui s'avait au Luxembourg. Pareil, en France, ça va dépendre, mais dans la plupart des cas, c'est cash, quoi. Ouais. Les banques polonaises, c'est pas du tout intéressant de passer par des banques situées en Pologne. Ouais. Parce que les taux d'intérêt, c'est 10%, généralement, c'est taux variable. Les conditions, il n'y a pas de différé. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Moi, le système bancaire, au niveau des crédits en Pologne, ça me fait... c'est ça, en tout cas, dans, c'est quoi, Europe, on dit Europe de l'Est, Europe centrale, pour la centrale, en Europe centrale, ou c'est un peu, c'est vrai qu'il y a des technologies qui sont développées, assez vite, mais les banques, vu que c'est un peu il y a quand même un peu un contrôle de l'État sur les banques, c'est des trucs qui ont mis plus de temps à s'adapter, enfin, il y avait peu de concurrence. Et l'offre bancaire au niveau des crédits est vraiment, vraiment mauvaise. C'est pas le top. Donc voilà, je vais toujours conseiller, c'est un investisseur français qui habite en Pologne, je vais lui dire, écoute, si tu peux faire ton crédit en France, fais-le. T'es à taux fixe,
t'as quoi, 2,5-3%. C'est plus intéressant de prendre le crédit en France et d'acheter en Pologne. Et t'as pas de pénalité pour rembourser ou quasiment pas, et tu peux financer. Parce que si tu fais le crédit en Pologne, et mettons t'as un taux variable, ton cash flow. Il y a pas de plafond. Ouais, ton cash flow positif, il peut être négatif dans le mois. Ah, bien sûr. Bah, tu passes ton cash flow. Tu passes de 2 à 10%, c'est vite réglé, hein. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça comporte beaucoup de risques par rapport à ça. Après, si tu prends un crédit en euros et t'achètes en zloty, par contre, faut bien prendre conscience que le taux de change évolue. Parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Voilà. Ah, c'est vrai que nous, en Alsace, on avait beaucoup de gens qui empruntaient en francs suisses il y a 10 ans. En fait, parce que les taux, ils étaient plus bas. Et du jour au lendemain, le franc suisse a pris 20% sur l'euro. Donc, tu remboursais tous les mois. À la fin de l'année, tu devais 100 000 € de plus que ce que tu avais au début de l'année. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et l'autre conseil que je dirais, c'est que si quelqu'un est intéressé pour acheter en Pologne, il n'y a pas de dé de rétractation. Ça veut dire que quand on se positionne sur un bien, on signe un compromis, on peut pas se rétracter. Ah, c'est ça. Il faut laisser un acompte. C'est entre 5 et 10%. Ouais. Il y a un délai. Ça veut dire que si on met un délai de 2 mois pour finaliser la vente et qu'on est hors délai parce qu'on n'a pas les financements, l'investisseur perd l'argent. Et ça, c'est dans beaucoup de pays. Au moins, ça permet aussi d'enlever, entre guillemets, le tourisme immobilier. Parce que c'est ça, hein, en France, t'as tellement pendant 2 mois, en gros, tu peux sortir sans trop de problèmes, hein, donc, et ça va plus vite, ça va beaucoup plus vite. Ça explique aussi peut-être les prix peuvent monter plus rapidement. Et il y a des frais de notaire, comment ça se passe? Alors, dans le neuf, tu comptes 1%. Ok. Plus ou moins. Dans l'ancien, c'est 2%. Plus les frais, d'honoraires du notaire, donc t'arrives à plus ou moins 3%. C'est 1%. En fonction du prix de l'appartement. Je reprends vite fait, on a une petite coupure et on réenchaîne avec le notaire, les frais de notaire en Pologne. Ok, donc là, le notaire, on a vu. Pour après la fiscalité des loyers. Fiscalité, donc il y a eu des changements récemment. C'est avant, on pouvait amortir le bien, aussi amortir les travaux, etc. C'était vachement avantageux. Parce que ça permettait de ne pas payer d'impôts sur les loyers hors charge sur entre 10 et 15 ans. Ok. Et là, actuellement, ils ont changé les lois et c'est pas possible d'amortir le bien et ni les travaux. D'accord. Donc, on est sur une imposition de 8,5% sur les loyers hors charge jusqu'à une tranche de environ 20 000 € à l'année de loyer. Et si on dépasse la tranche-là, on passe à 12,5%. Okay. Après, il n'y a pas de CSG, etc. Voilà. Pas de cotisation, c'est ça. C'est simple. Si tu prends ton loyer. C'est très, très simple. Loyer x 12. Voilà. D'ailleurs, ça, il faut juste, pour un investisseur français, par exemple, parce que le Luxembourg, c'est différent. Il y a plus d'abattements, il me semble. Mais pour un investisseur français, il faut qu'il déclare ça dans ses revenus mondiaux. Et éventuellement, en fait, les loyers qu'il va générer en Pologne peuvent impacter, en fait, son taux marginal d'imposition en France. Ouais, en fait, je pense que c'est à peu près partout pareil dans le monde. L'idée, c'est que si tu gagnes 50 000 € en France et 50 000 € en Pologne, et que tu habites en France, à la fin, t'es payé autant d'impôts que si tu gagnais 100 000 € en France. Après, ça va dépendre de si t'es marié, paxé, les enfants, etc. Enfin, bref, là, c'est vraiment individuel, la situation. Okay. L'IMO, en tout cas, de ce que j'en sais, c'est l'IMO, il est toujours taxé à la base dans le pays où il y a l'immeuble. Ouais. Et après, ça peut changer tes tranches. T'es pas taxé 2 fois, mais ça peut changer tes tranches d'impôts sur les lots. 2 points importants au niveau des impôts. Je vais parler de l'IFI. Donc, même si le bien est situé en Pologne, l'IFI française existe. Okay. Alors qu'il n'y a pas d'IFI en Pologne. Il y a pas, voilà. Non, ça n'existe pas. Quand je parle aux Polonais qu'il y a un IFI au niveau de l'immobilier en France, pour eux, c'est du communisme. Ouais. Voilà, pareil pour les droits de succession. En France, il n'y a pas de droit, en Pologne, il n'y a pas de droit de succession. Même en ligne directe, il n'y a pas d'abattement, en fait. Peu importe le montant, si tu vas léguer, si tu vas faire une donation, un héritage, il n'y a pas de limite. C'est pas taxé dessus. Okay. Quand j'explique aux Polonais qu'en France, c'est 60%, c'est ton neveu et tout. Ouais, si c'est en ligne directe, tu te fais quand même allumer au bout d'un certain montant. En Pologne, c'est pas le cas. Malgré cela, c'est que, si le défunt avait sa résidence fiscale en France, dans ce cas-là, les enfants vont payer l'imposition française. Alors que si le défunt avait sa résidence fiscale en Pologne, il n'y a pas d'impôt. Et par contre, il y a un délai, je crois. Tu peux pas, J'ai pas vu les délais. Je crois qu'il y a une histoire de 5 ans, ou je sais plus. Tu peux pas déménager juste quand t'es. Mais ça, faut prendre en compte, l'IFI et les droits de succession. Okay. À moins de faire un montage fiscal sur une holding, éventuellement une SCI, l'IFI, c'est pour les pauvres, de toute façon. C'est ça, les droits de succession. Les riches, ils en payent très peu, si tu regardes. Mais je connaissais pas trop bien la règle de l'IFI sur les biens à l'étranger. Ça existe, faut faire attention.
Ok. Et donc t'achètes, c'est en zloty que t'achètes. Yes. Et il varie beaucoup le cours par rapport à l'euro. Bah, en fait, avec tout ce qui s'est passé entre l'avant Covid, on était à 1 euro pour 4,20 zloty. Ensuite, le Covid est arrivé. Ils ont une tonne d'argent qui a été imprimée. Donc forcément, la valeur monétaire s'est dévaluée. Donc le zloty est passé à 4,6. Ok. La guerre en Ukraine est arrivée. Ouais. Donc on est passé à 4,9 quasiment. D'accord. Et là, on retombe sur des bases de 4,7. Ok. Donc c'est intéressant d'acheter avec des euros et de les convertir en zloty, ce qui permet d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Qu'il y a 2 ans, pardon. Ouais, il y a que 2-3 ans en fait. Voilà. Point important, dernier point niveau fiscalité, ce que j'ai oublié, c'est la taxe foncière. Il faut compter par exemple 15 euros par an pour un studio, pour un 2 pièces. Ok. Juste pour montrer comparaison. Ouais, bah moi j'ai un studio en France, je paye 400 euros pour la taxe foncière, je suis content. C'est 15 euros. Voilà. Tu seras plus content ici. Et il y avait et plus-value. Plus-value, bon, t'es taxé, si tu vends le bien avant 5 ans, t'es taxé à hauteur de 19%. Par contre, si tu réinvestis l'argent, la plus-value, tu n'es pas taxé. Ok. Et t'as 2 ans pour réinvestir l'argent dans l'immobilier. D'accord, ouais. J'espère que c'est clair. Donc, si tu revends après 5 ans, tu n'es pas taxé sur la plus-value. Peu importe ce que tu fais de l'argent. Donc, c'est un avantage. Par exemple, tu prends un investisseur français qui a fait une RP. Il a fait une plus-value. En France, il n'est pas taxé sur la plus-value de la RP. Il peut investir en Pologne, gagner des loyers, ensuite revendre au bout de 5 ans. Il a fait, je sais pas, une plus-value de 30-40%. Sur le marché, il est haussier. Et dans ce cas-là, voilà. C'est comme ça qu'il peut enchaîner aussi par ça. Ouais, tu peux avoir c'est ça. C'est intéressant, ouais, tu peux avoir la déduction de ne pas payer en France sur la résidence principale, voilà. Et puis les 5 ans. Franchement, on avait été à Budapest, les règles fiscales, elles sont assez proches de la Hongrie. Je pense que les 5 ans, c'était pareil, le notaire, c'était 2 plus 1. La rapidité des transactions, c'est pareil. Mais eux, ils ont un avocat. Vous, c'est un notaire. Parce que c'était une sorte d'avocat. En Pologne, c'est le notaire. Il y a un registre foncier, il y a un cadastre, c'est vraiment encadré, il y a la pleine propriété, etc. Voilà, c'est vrai. Au niveau de notaire, c'est extrêmement bien encadré par rapport à ça. Donc, on a vu ta première activité. Donc, ça existe toujours, le job... Ouais, job Pologne, ça existe toujours. Ensuite, et ça vous rapporte des revenus, quoi? Ouais, c'est pas grand chose, en fait, je le garde pour le fun. Ok. C'est mon petit bébé, quoi. L'agence IMO, ça rapporte? Oui, ça rapporte. On a une quinzaine de collaborateurs au niveau d'agents immobiliers. T'as déjà pensé à revendre le nom de domaine, là? Il vaut quelque chose, là, le job Pologne? Ouais, sans doute, mais après, faut que... Ok. Je reçois des propositions. Ouais. Ok, donc l'agence IMO, ça, c'est ton... business principal avec l'investissement. Ouais. Là, t'as combien d'employés? Là, sur Varsovie, on est 7 dans le bureau. Ok. Après, on a des employés aussi à Lodz. On a nos partenaires aussi stratégiques, parce qu'on a... Moi, un partenaire stratégique, par exemple, c'est quelqu'un qui sait tout faire dans un appartement. Ouais. C'est une personne clé aussi dans le business. L'architecte, c'est une personne clé. Donc, on va travailler en moyenne avec une vingtaine de collaborateurs. Ok. Mais certains sont employés et d'autres sont... Ouais, voilà. C'est B2B, ou soit employés directs. Ok. Mais c'est des partenaires stratégiques. Ok. Et pour quelle raison les gens ils investissent en Pologne? C'est le marché qui est dynamique, alors, ils ont des liens avec la Pologne. Ça dépend. Il y a le profil investisseur qui a gagné de l'argent, il veut diversifier son patrimoine, il va regarder l'Europe dans son ensemble, et au fur et à mesure il va regarder les règles fiscales et les pays qui se développent le plus avec une économie, on va dire avec une croissance positive, voilà. Et donc généralement c'est la Pologne qui ressort en premier. Ok. Parce que le pays il est grand, c'est 38 millions d'habitants, c'est l'Europe centrale. C'est le seul pays qui a eu un développement positif en 30 ans. C'est considéré dans le top 5 au mondial, en fait. Ok. En termes, ça a complètement changé, en fait. Si tu es en Pologne, si tu serais venu en Pologne dans les années 2000, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ah, bien sûr. Ça a complètement changé. Et donc, le pays devient de plus en plus riche. Donc, ce qui fait que ça intéresse de plus en plus d'investisseurs pour acheter des appartements en Pologne. Il y a ça, il y a les règles fiscales. Diversifier, sortir de la zone euro. C'est quand tu peux investir en dollars, en zloty et des autres monnaies, par exemple. Et après, il y a le profil de la personne qui est venue en Pologne par hasard, pour des vacances, pour l'Erasmus, entre autres, et qui dit, ah ouais, c'est comme ça la Pologne, je suis étonné, je pensais pas que c'était comme ça. Et là, ça fait un déclic, ils veulent investir. D'accord. Ah, c'est vrai que soit le profil qui n'est pas venu, et c'est vraiment le type financier, soit le profil qui a vu la Pologne, qui a visité, ça lui plaît, ils veulent acheter. D'accord.
Et il y a comment ça se passe les impayés? Parce que là, on n'est pas tout seul dans ma super chambre d'hôtel. On est avec Florent, à qui j'ai fait l'épisode, le guide du squat. Comment ça se passe les impayés en Pologne? Bah écoute, les impayés, il y a des procédures. C'est s'il y a un impayé qui dure plus de 3 mois, on peut arrêter le contrat de location. Ok. Il faut par exemple, faut signer le contrat chez le notaire. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu signes le contrat chez le notaire, ton loyer est fixé. Donc, si tu signes un contrat d'1 an, t'as pas le droit d'augmenter ton loyer. Alors que si tu signes sous un privé, tu peux augmenter tous les 6 mois le loyer c'est pas capé. D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui, tu loues le studio 600 €. Et au bout de 6 mois, tu vois que tous les appartements au niveau du marché global, ils ont augmenté de 30%. Bah, t'envoies un email au locataire, tu dis voilà, bah, à partir de tel mois, le loyer, il prend 30%. Et t'as le droit de le faire. Ok. C'est pas interdit par la loi. Ok. Après, Alors que si tu signes chez le notaire, tu peux pas augmenter le loyer. Mais tu peux plus facilement, en fait, procéder aux expulsions. Ouais, d'accord. Si par exemple tu signes en privé, nous, dans nos contrats, c'est marqué que s'il y a un retard de paiement d'1 mois, le contrat de location est annulé, sous effet immédiat. Ça veut dire qu'on peut relouer l'appartement. Tout simplement. Et donc, on peut mettre en place un nouveau locataire. Ok. Mais il faut que l'autre, il sorte, quoi. Ouais. Et comment tu sors? Bah, tu peux mettre l'autre locataire ensemble. Donc, ça fait une coloc. Ça fait une coloc, Prévu. Mais ça s'est jamais arrivé. En 7 ans, on a fait des milliers de locs. Ouais. Comme nos locataires principaux, c'est que les étrangers. Ouais. C'est les sociétés qui payent en général? Sociétés ou non, après, c'est les personnes. Mais c'est juste qu'ils veulent pas jouer ils veulent pas, entre guillemets, jouer sur les lois et faire les malins. S'ils sont en Pologne, ils connaissent pas comment ça se passe, ils veulent se tenir à carreau. Ouais. Ils veulent que les choses. C'est ça, quand t'es à l'étranger, tu te dis bon, je vais pas faire, je vais pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, généralement, ça se passe très bien. Dans 90%, les loyers sont payés en temps et en heure. Et dans 10% des cas, il y a des retards de paiement, mais c'est payé. Ok. C'est une bonne technique, la coloc, hein. Moi, j'avais un concierge un peu foireux, là, et à un moment, je lui avais dit, l'appart, il était vide pour de la LCD. Et je lui avais dit, mais moi, j'ai trop peur qu'il y ait des squatters. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, au pire, je mets des potes à moi dans l'appartement. Les squatters, ils vont bien finir par partir. Donc, voilà, ça peut être une solution. Ça, c'est les impayés. Sinon, on oblige le locataire de prendre l'assurance au niveau des dégâts. Ouais, ça c'est. Il n'y a pas d'assurance à payer en Pologne, par contre. Il n'y a pas de garantie visale. Ouais, bien sûr. Mais on demande ça, et sur le contrat, c'est marqué, quand l'appartement est rendu propre. Donc, nous, en tant qu'agence, quand on le récupère à la fin, il faut qu'il soit propre. Si c'est pas le cas, on prend pour un studio environ 120 € sur la caution. Okay. Et c'est marqué dans le contrat, tout est stipulé. Par exemple, les nuisances sonores. Si, par exemple, la police intervient 2 fois dans l'appartement et qu'on est prévenu, le contrat de location s'arrête. D'accord. Si l'administration, enfin la copro, nous prévient que le locataire, il dégrade les parties communes, le contrat est arrêté. Si, par exemple, il y a un conflit de voisinage et que c'est la faute de notre locataire, le contrat est arrêté. Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai ce problème en ce moment avec le locataire. Si le locataire, il fume, on arrête le contrat. D'accord. C'est marqué. Ah ouais. C'est marqué, on peut arrêter le contrat de location sous effet immédiat. Tous les termes, là, en fait. Ah ouais. C'est ce qui permet, en fait, on n'a pas de problème avec les voisins, tout se passe bien, etc., quoi. Ouais, t'as des pays où en France, je pense que c'est interdit d'interdire les chiens et chats dans les baux, mais il y a des pays où ça quasiment interdit sur tous les baux. Nous, on peut en fait, si on a un locataire avec un chien ou un chat, on lui demande de prendre une assurance pour le chien, pour le chat. Ok. Ça existe, hein. Ah ouais. Je pense qu'en France, ça doit exister. Ouais, tu prends une assurance, je sais pas, mais dégâts des chiens, une assurance, quoi. Ouais, dégâts des chiens, dégâts pipi. Sur le canapé. Casse du chien au chien de la casse, c'est ça, là. Voilà. Mais tu peux prendre une assurance. Enfin, on va dire au locataire, on est d'accord. Par contre, on veut une assurance pour le chien, pour le chat. C'est pas très cher, hein. C'est 15-20 balles l'année, hein. Ah ouais. Mais il le prend et comme ça, c'est couvert. Ouais. Ok. Parce que t'as des pays où c'est interdit tout le temps et en fait, donc, les seuls gens que tu vois avec les chiens, tu sais que c'est des propriétaires, tiens, dans la rue, c'est assez drôle de faire le lien. Écoute, on a fait. Et maintenant, la dernière activité, la promotion. Promotion, donc on a commencé la première fois les gros projets immobiliers. On a construit un lotissement. Aujourd'hui, on a fait 3 maisons jumelées. Et on a commencé en 2020, en fait, avec un investisseur polonais. Donc, c'est lui qui a financé, en fait, l'acquisition des terrains, plus le financement de la construction. Et vous faisiez la vente et la gestion du chantier. La gestion du projet et la commercialisation. Et quand on a commencé, c'était 1 mois et demi, 2 mois avant le Covid.
Ok. Et donc, T'es content? le chantier est lancé, on est motivé. C'est un chantier, tu peux le dire un estimatif, c'était un chantier à combien? 30 Voilà, maisons, ça doit coûter. non, Ouais. mais au début, on a lancé étape par étape. Ok. On a commencé avec 8 lots, en fait. Ça faisait Ok. 4 maisons. Ouais, 4 fois 2, quoi. Voilà, 4 fois 2. Et quand ça a été lancé, donc au début d'année, motivé, 2020, ça va être génial comme année. Et 2 mois plus tard, boum, on sait pas qu'est-ce qui se passe, ils nous parlent d'un virus. Frontières fermées, c'est le gros bordel, plus personne ne sort de chez lui, donc pas de visite immobilière, pas d'appel, les gens sont paniqués. L'avantage au problème, c'est que les chantiers sont pas arrêtés. Ok. Donc nous, en fait, si tu arrêtes les chantiers, ton cash, il bouge pas, quoi. T'attends, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Et donc tout recule, et forcément, tu auras une inflation au niveau des salaires par la suite. Ouais. Tandis que là, tout fonctionne, en fait. Ouais. Tous nos chantiers. Par contre, tu dépensais de l'argent sans avoir de rentrée, Voilà. quoi. C'était un peu la c'est le risque, contrepartie. quoi. Et donc, tous nos chantiers qu'on avait en rénov, plus la construction des maisons, on a pu les faire. Ouais. Ça, c'est un gros avantage. Parce que moi, j'ai vu qu'en France, c'était pas le cas. Ah, il y en a qui ont Ouais, été arrêtés. c'est chaud, quoi. Et donc, du mois de janvier jusqu'à fin mai, début juin, pas d'appel. Mais zéro, hein. Punaise. Et au fur et à mesure, tu vois que, Et en fait, tu te poses des questions, quoi. Est-ce que c'est, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ouais, voilà. Tu sais, moi, c'est tout bête. J'avais acheté 2 appartements et les 2, c'était le timing qui a été comme ça. J'ai dû les donner à des agences immobilières pour les louer. Et ils se louaient pareil. En fait, c'était la première fois que j'achetais dans cette zone, quoi. D'accord. Et je me disais, mais punaise, en fait, j'ai mal acheté, je me suis trompé. En fait, c'était juste les 2 agents qui étaient nuls. Quand moi j'ai mis l'annonce, ça s'est bien passé. Donc parfois, tu t'arrives pas à savoir d'où ça vient. Tu vois juste que t'as pas d'appel, mais tu te disais c'était le Covid, mais tu peux aussi te dire c'est peut-être la zone, c'est peut-être le prix qui est trop cher. COVID, parce qu'on avait nos propres annonces. En fait, on avait fait des banners devant l'entrée de lotissement, dans la rue plus loin, site internet. Il y avait la publicité sur les sites polonais, sur Facebook, machin, mais il y a rien qui se passait en fait. Il y avait pas de visite, les gens sortaient pas chez eux. Et du coup, début juin, les premiers appels sont arrivés. Et surtout qu'en fait, il y a la tendance où les gens voulaient partir des appartements. Ouais, c'est ça. Donc d'un coup, les appels ont enchaîné. Les visites, boum, et ça vend, et ça vend, et ça vend, et ça vend. C'est ça. Donc au début, c'était la mauvaise période. En fait, ça allait être la bonne période parce que t'avais le bon bien, sans le savoir, t'avais le bon bien au bon moment, quoi. Puis tous ceux qui voulaient partir des appartements, ils voulaient un jardin avec les enfants, être tranquille, c'était le produit qui leur correspondait. Okay. Et en Pologne, nous, ça prend 9 mois pour construire la maison. D'accord. Et c'est livré nu, hein. C'est pas comme en France où tu auras ton carrelage, etc. Non. Nous, en Pologne, c'est toujours livré nu. Okay. C'est-à-dire, t'as juste la porte d'entrée, la toiture, les fenêtres, mais c'est à toi de faire ta salle de bain, ta cuisine, etc. Parce que les Polonais, ils veulent faire leur propre style de design. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on ça fait gagner un temps fou pour le promoteur. Pour le promoteur. Même au niveau des garanties. Ah, bien sûr, ouais. Tu te fais moins cher, quoi. Ouais. Ah, c'est un... Donc, voilà. Et on a commencé par 4 fois de l'eau, puis après, avec l'argent qui a été... Donc, c'est de ces ventes, t'as pu continuer. L'investisseur, en fait, a pu continuer, puis de fil en aiguille, on est arrivé à 30 maisons aujourd'hui environ. Et voilà. Et t'as encore de la place, là, tu m'as montré une photo. Ouais, en fait, il nous reste encore la place pour, je pense, entre 6 et 8 lots. Mais derrière ça, on a en cours de discussion pour acheter 2 terrains à côté. Parce qu'en fait, c'est à côté de Varsovie. Le lotissement est situé à 25 minutes en voiture du centre-ville. Et à 5 minutes en voiture, il y a le Ikea, il y a centres commerciaux, Auchan, il y a McDonald's, cinéma, etc. D'accord. Donc c'est vachement intéressant pour une famille de 3-4 enfants et ils ont facilement l'accès en fait à tous les pour aller chez Ikea. Truc de famille par excellence le samedi matin. Moi, j'ai meublé un appart il y a pas longtemps. J'ai dû passer chez Ikea le samedi. Puis là, je crois que j'étais le seul gars tout seul. Il y avait tout le monde, poussette, les parents, je slalomais. En plus, il me fallait pas beaucoup de trucs. Je slalomais entre les... Tu sais comment le parcours, c'est combien de kilomètres? Non. Moi, je sais, parce qu'on a bossé avec Ikea. Ouais. Et j'ai demandé au manager 3 kilomètres. 3 kilomètres pour faire le... Ouais, c'est 3 kilomètres. Ah ouais, j'ai demandé parce mais le chemin, là, ça m'intrigue. Ouais. C'est combien de temps, le chemin, là? C'est combien de kilomètres? 3 kilomètres. Ah, donc t'en as pour, au moins 1 heure, quoi. Ah, mais c'est 3 kilomètres. Et les gens, ils deviennent fous. Ah ouais, moi, encore nous, on est habitués, mais tu mets des personnes âgées là-dedans, qui peuvent pas repartir et tout, punaise. Voilà. 3 kilomètres. Petite parenthèse. Ok. Et combien ça vaut une maison à peu près? Aujourd'hui, on vend les maisons dans les 215 000 euros, il me semble, au taux de change. C'est des maisons
Les nouvelles qu'on fait, c'est 123 mètres carrés, garage compris, sur des terrains de 350 mètres carrés environ. Ok. Ouais, 210. Et les terrains sont livrés avec la clôture, etc. C'est pas juste friché, hein. C'est clôturé à une terrasse, etc. L'entrée du garage, elle est faite, c'est pavé, etc. Ah. Par contre, après, les gens, ils en ont pour au moins 30 000 euros pour finir la maison. Ouais, je partirais 60 000 euros. Ah, 60 000 euros. Sympa, ouais. Ok, donc faut le prévoir dans... Et les gens, ils achètent cash ou ils font des emprunts? Là, majoritairement, c'est cash qu'on a. Même les Polonais. Ouais, 80% de ce qu'on a vendu, c'est cash. D'accord. Et c'est des gens qui ont acheté pour vivre dedans. Ouais. Mais là, on commence à avoir des investisseurs, par exemple, de Turquie et d'Inde, qui habitent en Pologne, et qui achètent pour louer des maisons. Ok. Donc, on a vendu 2 maisons récemment, c'est de l'investissement locatif. Et voilà. Donc, on a appris à faire les choses au niveau du lotissement, etc., à faire d'autres projets, et puis, avec d'autres partenaires. Là, on a décidé de s'associer. Et donc, au mois de mars, normalement, on va recevoir les papiers de l'AMF polonaise. Donc, ça s'appelle la KNF. Et logiquement, on devrait relancer notre fonds d'investissement alternatif. Ce qui va nous pouvoir, en fait, d'aller beaucoup plus haut, d'aller beaucoup plus gros en termes de projets immobiliers. Donc là, souvent, quand on parle de fonds alternatifs, c'est que pour les personnes avisées. Donc, c'est des tickets d'entrée, souvent à 100 000 euros. Moi, c'est ça, 50 100 000 pour l'instant, 100 000, 150 000 euros. Ok. Ouais. Et l'idée serait quoi? De faire des achats-reventes, faire de la location, faire du... L'idée, c'est par exemple de faire 4 à 5 projets dans l'année. Exemple typique, c'est acheter un terrain et de pouvoir faire une résidence de 150, 200 appartements et de revendre. Ah ouais, donc ce serait quand même des sacrés budgets, quoi. Ouais. Soit de faire des lotissements, soit d'acheter des immeubles en Pologne. En fait, quand tu achètes un immeuble de rapport en Pologne, c'est pas comme en France où tu vas trouver un immeuble de 200, 300 mètres carrés, ça n'existe pas. Ouais. À moins d'aller dans un village. Mais parce qu'en Pologne, ils ont tout rasé, du coup, ils ont tout reconstruit à grande échelle. Les immeubles haussmanniens, à Varsovie, c'est 2000, 3000 Ah oui, ok, ouais, ceux-là, ils ont tenu. Mais après, il y a eu beaucoup de destruction, voilà. Je pense, de reconstruction à grande échelle. Mais quand t'arrives, moi, j'ai un investisseur français, il me dit, ouais, je vais acheter un immeuble de rapport à Varsovie. T'as combien de budget? 200 000 euros. Mais c'est impossible. Ouais. Un immeuble de rapport à Varsovie, t'es entre 5 et 10 millions d'euros. Ouais. À l'achat, quoi. Plus éventuellement les travaux, etc. Okay. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir acheter des immeubles à rénover, soit de faire la découpe et de revendre, soit de garder l'ensemble de l'immeuble, de mettre en loc pendant 2-3 ans et de revendre ça à un fonds d'investissement. Comme une résidence, en fait. Ouais, packager, packager le tout, parce qu'il y a des fonds, en fait, ils veulent pas attendre 1 an ou 2 ans pour que le projet se réalise. Ouais. Ils veulent un projet clé en main. Donc, si tu t'achètes l'immeuble, tu fais les travaux, tu loues, tu revends ça à une foncière, grosso modo, bah là, tu peux faire une plus-value intéressante derrière ça. D'accord. Et tu proposes une renta à 7%, ils le prennent, hein. Bien sûr. Ouais. Bah, il faut savoir que nous, on travaille aussi avec les SCPI françaises et les fonds d'investissement. Généralement, sur un immeuble de bureau, un gratte-ciel à Varsovie, la rentabilité, c'est du 6-7% net, hein. Pas plus, hein. Ouais, bah, et sur des projets à 50, 100 millions d'euros, voire plus. Ouais, ça, plus t'as d'argent, moins t'as de renta, souvent. Ouais, c'est pour ça que quand j'ai un investisseur qui m'appelle, ouais, je veux faire des 10%. Tu trouveras pas. À moins que tu ailles tout seul en Pologne. Tu cherches l'appartement, tu fais les travaux toi-même, tu vas chez Ikea, tu fais le maçon, tu fais l'électricité, bon, ok, tu feras 10% et tu fais ta gestion loc. Mais si tu veux tout déléguer, c'est impossible. Je vais pas le faire. Combien tu peux espérer alors? 7? 5, 6, ouais. Après, ça dépend de l'emplacement. Si t'es en plein centre, si c'est de l'haussmannien, si c'est du neuf, si t'achètes dans un immeuble communiste, forcément, t'auras une meilleure rentabilité, mais ta plus-value. T'es pas sûr de prendre la valeur d'ici 3-4 ans, quoi. Ce qui est intéressant à Varsovie, il faut acheter dans de l'ancien de standing, quoi. D'avant-guerre. Ouais, d'avant-guerre. Comme la ville a été détruite à 85%, tout ce qui est d'avant-guerre, ça a de la valeur sentimentale. Et forcément, ça a un prix. Ok. Et le neuf aussi, ça marche très bien. D'accord. Et ouais, tout ce qui a été construit pendant le communisme, non, l'idée, c'était pas l'isolation intérieure, extérieure. Non, mais c'est bien isolé. C'est juste que c'est moche. Ok. C'est tout. C'est bien isolé, hein. Tu rentres dans l'immeuble. Moi, j'ai vécu en immeuble communiste pendant des X années. En hiver, il faisait moins 20 dehors. T'es dedans, t'es en tongs, hein. Ah ouais. Short, t-shirt, hein. C'était pas, Ok. Non, c'est très bien isolé. Il fait chaud dedans. Il fait 25 degrés dans l'appartement. D'accord. C'est juste que, c'est levé ascenseur, c'est levé cage d'escalier. Par contre, c'est bien entretenu. Ok. C'est pas délabré. Ça pue pas la pisse. Y a pas de tag, généralement. Ouais. C'est un peu tagué, mais ça va. Les boîtes aux lettres sont en super bon état et c'est nettoyé. Parce qu'en fait, en Pologne, il y a 85% de propriétaires et 15% de locataires. Ça veut dire, dans un immeuble, la majorité, c'est des propriétaires. Et eux, ils veulent avoir des endroit qui sont bien entretenus. Et c'est pour ça que, quand j'emmène des investisseurs français dans les immeubles communistes en Pologne,
ils sont un peu... De l'extérieur, ils sont un peu réticents, ouais, après quand ils rentrent. Mais ils rentrent dedans et ils sont là, mais je comprends pas, Nicolas, c'est propre, ça sent bon. Les boîtes aux lettres, Ils sont ceux qui font de l'herbe, là. Tout est entretenu. Ouais. Les espaces verts, c'est nickel. Ouais, mais c'est parce que t'as 85% de propriétaires. Ils veulent ils payent des charges à la copro pour que ce soit bien entretenu. L'ascenseur marche bien. Voilà. Ok, c'est un monde normal en fait. Ouais, c'est le monde tel qu'il devrait. C'est pour ça que j'ai des gens qui sont très surpris et qui ont acheté dans des écoles communistes. Ok. Alors qu'ils n'auraient pas acheté jamais en France ça. Jamais. Non mais je te disais ça, l'isolation. Alors bon, ok, c'est pas tout le même pays. Moi j'étais en Bulgarie et là-bas t'as les immeubles communistes. Les gens ils ont fait une sorte d'isolation extérieure, mais à l'échelle de l'appartement. Donc t'as le gros bloc de je sais pas 12 étages sur et ça fait une sorte de patchwork un peu un peu dégueu. Ils ont fonctionné intelligemment par rapport à ça et donc c'est bien isolé. C'est juste que c'est pas très joli quoi. Ouais, bien sûr. Ok, top. Et la dernière question que j'avais pour avant de finir, c'est donc t'as eu plein d'associés. Enfin, en gros, seul. J'en ai deux dans ma vie. Ok, t'as eu des. Mais peut-être juste tu vois, parce que beaucoup de gens après 30 ans, en gros, leur cercle social, il grandit plus, tu vois. Enfin, même après 25 ans. Comment parce que là, donc t'as les partenaires, t'as le gars l'investisseur des maisons, t'as eu. Comment t'as créé ton réseau à partir de rien? Est-ce que ça a été juste la bière et la vodka ou il y a eu je dirais faut se lancer quoi. Ouais. C'est par l'action en fait. Okay. Parce que si t'es là à blablater, à parler d'idées et que t'agis pas, les gens vont se rendre compte que ça sert à rien de rester avec toi pour faire un business. Alors si t'agis, par exemple, t'as une idée et que tu lances, je sais pas, tu crées ton site internet, ton produit. Même si c'est un format brouillon, peu importe, mais que tu commences à créer des choses, ça peut intéresser les gens. Alors que blablater, non, ça, tu vas pas avancer. C'est pour ça que maintenant, on a différents projets parce qu'on agit. D'accord. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, une fois que t'as montré ce que t'avais fait, c'est beaucoup. Ouais, mais tu commences au fur et à mesure et étape par étape. Okay. J'en connais beaucoup, autour de moi, des amis qui, ils ont comme les rappeurs. Ouais, on est là, ça avance. Et en fait, il y a pas d'action derrière. D'accord. Et en fait, une idée, ça vaut rien si t'agis pas. Bien sûr. Et donc là, par exemple, l'investisseur des maisons, comment vous l'avez rencontré? Alors là, j'ai rigolé. En fait, grosso modo, mon associé, il est parti il y a quelques années en Afrique du Sud pour faire de l'import d'oranges. D'accord. Donc, il est parti en Afrique du Sud avec un pote à lui. Ils ont galéré, mais ils ont commandé des conteneurs d'oranges pour ramener en Pologne et pour vendre ça dans les marchés. Le conteneur, il arrive en Pologne, il se fait bloquer à la douane pendant 2-3 semaines. La marchandise, elle devient pourrie. Forcément, il perd de l'argent. Mais entre-temps, en fait, il apprend des choses et il tombe sur l'investisseur en question. Et lui, en fait, il commande par semaine. Il fait son business principal, c'est l'import-export de légumes. D'accord. Et donc, il commande une 40aine de camions par semaine. Donc, des carottes, des poireaux, des patates, des oignons qui partent d'Espagne, du Portugal, de France, de Belgique, etc. Et moi-même, j'aide aussi à démarcher les primeurs en France. Donc, moi, j'appelle. Des fois, je commande des carottes, ça m'arrive, des poireaux. Ce qui m'amuse, en fait. Ça, je prends ça je prends ça du côté fun. Ouais. Et bon, des fois, j'appelle nos primeurs, les contacts qu'on a en France. Ouais, salut Lionel, j'ai besoin de 20 tonnes de carottes pour la Pologne. Et donc, on commande le chargement. On envoie, comme on a tous les contacts dans la logistique, on commande le camion, hop, c'est chargé et c'est envoyé en Pologne. Ok. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a connu cette personne-là et qu'on a créé la confiance. Et comme il a gagné beaucoup d'argent avec l'import-export surtout l'import de poireaux, des carottes, il a fait de l'argent, il a accès à chez les terrains. Ok. Et puis, de fil en aiguille, on a proposé de faire la construction du lotissement, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ça, une idée, si on devait retenir un seul truc du podcast, c'est ça, une idée, une action, on entraîne une autre, on entraîne une autre. Il y a un point important. Si j'avais pas agi au début, le blog. Ouais. Jamais j'aurais appris à faire un site internet, jamais j'aurais pu créer une plateforme d'offre d'emploi, jamais j'aurais créé un truc d'immobilier, jamais. Bien sûr. Donc, la première action, même si c'est du n'importe quoi, c'est pas grave. On s'en fout. Tu fais, tu vois, t'agis, t'apprends, et au pire des cas, tu vas tomber sur une autre idée qui va te ramener quelque chose. Top. Voilà. Moi, j'ai acheté un petit appart à 23 000 €. Et puis après, j'en ai acheté 2, 3. Après, je saoulais tout le monde avec ça. J'ai lancé la page Insta, le podcast. Et puis là, je suis à Rio. Il fait 30 degrés le 1er mars.
Et puis, bah, on est content et je serais jamais arrivé à Rio sans le podcast et sans l'Insta. Oui, mais c'est les premières actions, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de secret, hein. Y a pas de secret, faut se lancer, faut agir. Bah, top. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ton parcours. Ça a été top de se rencontrer en vrai. C'était pas, voilà, on n'a pas réussi à se voir à Metz, c'était trop compliqué, donc, c'était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus simple. Ok, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur. Si on veut te contacter? Il y a mon Instagram, je me rappelle plus de mon. De ton pseudo, on mettra le lien. Sur investissementlocativepoland.com ou le site de location d'appartement, c'est rentflatpoland.com. Et sinon, je crois mon Insta, c'est Nico Immopol. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Nico Immopol. Mais je pense que je vais le changer par la suite. C'est un truc plus simple. Ça marche. Bah, écoute, je te souhaite, une très bonne continuation. Merci de m'avoir accueilli, hein. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, le son, c'est comme je vous ai dit, c'est un peu le problème quand on est en direct. En plus, j'avais quand même emmené mon micro. Je pense que le mieux serait que j'achète des micro-cravates. Si vous avez des références à me donner, parce que j'en ai pas du tout, ça pourrait m'intéresser. Merci à Frangin95 pour son message, sa note Apple Podcast. J'ai eu plus que 130 notes. Merci à vous. Donc, Frangin95, podcast au top. Les sujets, les invités sont vraiment intéressants et inspirants. Un grand merci pour tout ce que tu fais, Sébastien. Et merci à Nina2626. Très bon podcast, très motivant. Je recommande vivement. Merci à vous. C'est grâce à ça que je continue. Et si vous voulez aller plus loin que moi, vous le savez, vous allez sur grosbillets.com. Il y a ma formation négocier pour faire des gros billets, ma formation le dossier bancaire en béton, ma pré-lancement de la formation sur les podcasts. Vous pouvez aussi m'appeler 30 minutes si vous avez juste une question précise. Et vous pouvez rejoindre le club Invest s'il y a de la place. Ça dépendra du moment où vous nous appellerez. Donc tout ça, grosbillets.com. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et j'espère que cette interview de Nico vous aura plu. Allez, ciao, ciao, et pensez à faire des gros billets.